Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la saison 7 de Feu de camp. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau dans ma crypte. Et j'espère que les petites histoires du soir que je vous ai préparées pour cette nouvelle édition seront à votre goût. Pour le premier épisode de ce nouveau cycle, je me suis dit qu'on pourrait commencer avec un petit buffet, quelques amuse-bouches pour se mettre dans l'ambiance. J'ai donc pris soin de sélectionner 3 légendes urbaines japonaises qui, je l'espère, vous offriront quelques frissons. Allez, on repart pour un tour ? Suivez-moi et essayez de ne pas vous perdre en route. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp, saison 7. Le podcast qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. La première légende concerne une entité qu'on appelle Akamanto, soit le manteau rouge. J'ai choisi cet agréable petit personnage parce que sa méthode suit un modèle que l'on retrouve souvent dans les légendes japonaises. Lorsqu'il apparaît, il offre un choix à sa victime, et le sort de celle-ci dépendra de l'option sélectionnée. Mais je m'avance. Reprenons du début. Akamanto est un esprit qui hante un lieu beaucoup trop sous-exploité dans les histoires d'horreur à mon goût. Les toilettes publiques. Que ce soit dans un bar, dans un cinéma, dans un musée ou même à l'école, le simple fait d'aller aux toilettes devient un risque réel. Et en même temps, c'est plutôt malin, parce qu'on est rarement plus vulnérable que quand on est sur les chiottes. Et l'idée de mourir avec le slip sur les chevilles, c'est efficace pour provoquer des frissons d'angoisse. Mais alors, qui est ce revenant qui a choisi de passer son éternité dans un lieu aussi peu attrayant ? La légende raconte qu'avant de devenir le fantôme des toilettes publiques, Akamanto était un jeune homme d'une beauté exceptionnelle, à tel point qu'au lieu de rendre sa vie plus facile, son quotidien était en réalité un enfer. Lassé de se faire dévisager et harceler en permanence, il a donc commencé à se cacher le visage, le dissimulant derrière un voile rouge. On ne sait pas comment il est mort, mais son corps a été retrouvé dans les toilettes de son lycée, où il s'était sans doute réfugié pour échapper aux énièmes avances d'un ou d'une camarade de classe. Et depuis, il hante les lieux qui lui rappellent sa mort, pour se venger de son sort tragique. Mais, sans doute dans le but de rendre sa tâche un peu plus fun, il a une technique bien particulière pour tourmenter ses victimes, qui prend la forme d'un petit jeu. D'abord, il apparaît dans toute sa splendeur, vêtu de son grand manteau rouge, le visage camouflé derrière un masque, alors que vous êtes tranquillement assis en train de faire votre petite affaire. En théorie, ça devrait accélérer votre transit, vous permettant de passer à la suite des festivités plus rapidement. Une fois le choc passé, il vous pose une question. Papier rouge ou papier bleu ? Et vous tend 2 rouleaux de papier toilette. Et c'est là que ça se corse. Si vous répondez papier rouge, il vous tranchera la gorge et lacérera votre corps jusqu'à ce que vous baigniez dans votre sang et qu'on ne voit plus que du rouge. Si vous répondez papier bleu, il vous étranglera ou s'arrangera pour vous vider de votre sang jusqu'à ce que votre peau prenne une teinte bleutée. Alors peut-être que vous vous pensez plus malin et que vous êtes déjà en train de vous dire qu'il suffit de répondre papier blanc pour le perturber et le piéger, mais ne vous inquiétez pas, il a pensé à tout. Si vous donnez une autre couleur en guise de réponse, il vous attrapera violemment et vous entraînera avec lui en enfer. Hop, direct, sans escale, sans passer par le lounge, pas de jus de tomate ou de cacahuète, terminé, rideau. Oh, et si vous répondez papier jaune, il a une dernière petite blagounette pour vous. Il vous enfoncera la tête dans les toilettes jusqu'à la noyade. Miam. Rassurez-vous, il existe néanmoins une méthode pour survivre à cette mauvaise rencontre. Si vous l'ignorez ou que vous lui dites « non merci, j'ai pas besoin de papier » et que vous remontez votre pantalon avant de prendre la fuite sans vous retourner, il y a de grandes chances que vous en sortiez vivant. Un peu cracra, mais vivant. On enchaîne maintenant sur une autre entité qui, elle aussi, a choisi de hanter des lieux spécifiques au Japon, les gares et les passages à niveau. Cette créature, portant le doux nom de Teke Teke, est le fantôme d'une jeune femme morte dans des conditions effroyables. L'une des sources possibles de cette légende est l'histoire de Kashima Reiko, qui a évidemment plusieurs versions. L'une d'entre elles la décrit comme une adolescente renfermée, peinant à se faire de nouveaux amis dans la ville dans laquelle elle venait d'emménager. Harcelée par ses camarades,
Moquée par sa famille, la vie de la pauvre lycéenne n'avait rien de réjouissant. Mais les choses prennent un tournant tragique lorsqu'elle se retrouve acculée par plusieurs de ses harceleurs sur le quai de la gare alors qu'elle rentre de l'école. Après l'avoir copieusement insultée, l'une de ses camarades décide d'aller encore plus loin dans l'humiliation et tend sa jambe au moment où Kashima Reiko passe à côté d'elle pour lui faire un croche-patte. Sa victime trébuche, mais au lieu de tomber sur le quai, elle dégringole sur les rails. Plutôt que lui tendre la main pour l'aider à se tirer de là, ses tyrans se mettent à la pointer du doigt et à rire encore plus fort, mais s'arrêtent net lorsqu'ils réalisent qu'un train approche à toute vitesse. Bien trop rapidement pour que la jeune fille ne puisse s'enfuir à temps. Son corps est donc coupé en deux et elle meurt sous les yeux de ses bourreaux. Depuis ce drame, elle hante les voies de chemin de fer, motivée par un désir de vengeance qui transcende toute forme de raison. Sauf que son corps ne s'est pas reconstitué par magie dans l'au-delà et qu'elle n'a jamais récupéré la seconde moitié. Elle se déplace donc en se traînant sur les mains et son nom vient du bruit que ses ongles feraient sur le sol lorsqu'elle s'avance vers ses victimes. Vous risquez de tomber sur elle si vous vous promenez aux alentours d'une gare désertée en pleine nuit, et si elle vous trouve, elle vous poursuivra sans relâche, un grand sourire sadique plaqué sur le visage. Et bien qu'elle ne puisse utiliser que ses bras pour avancer, elle est extrêmement rapide, donc ne comptez pas trop sur sa condition pour vous donner l'avantage. Il paraît qu'elle peut atteindre les 150 km/h, donc faut croire qu'elle a aussi absorbé les super-pouvoirs du train dans la collision. Et si elle vous attrape, eh bien, elle vous coupera en deux à l'aide d'une faux pour ne plus être seule dans son calvaire. Et peut-être que vous aussi, vous serez assigné à une gare, condamné à la hanter pour l'éternité dans l'espoir de trouver quelqu'un d'autre à mutiler. Il est dit aussi qu'elle demande parfois à ses victimes de lui indiquer où sont ses jambes et que la bonne réponse à cette question peut les sauver à la dernière minute. Comme je suis sympa, je vous la donne. Il faut répondre sur l'autoroute 303. Le temps qu'elle aille voir si c'est vrai, vous aurez tous les loisirs de courir vous mettre à l'abri et vous pourrez ainsi reprendre le cours de votre vie. Pensez juste à éviter les gares, quoi. Pour la dernière histoire, je vais me faire une joie de vous la raconter telle qu'elle se partage réellement autour du feu, pour faciliter votre immersion. Alors éteignez les lumières, mettez vos écouteurs, montez le son et laissez-vous porter par l'histoire de la poupée Lika-chan. Un jour, alors qu'une adolescente est en train de ranger sa chambre, elle tombe sur une de ces vieilles poupées de la marque Lika-chan. Lika-chan, c'est un peu comme les Barbie au Japon. C'est aussi populaire, un classique des jouets pour enfants qui n'a a priori rien de bien effrayant. Mais la jeune fille n'a plus l'âge de jouer avec des poupées. Et puisqu'elle est là pour faire un peu de tri, elle décide de la jeter à la poubelle. Quelque temps plus tard, elle et ses parents déménagent et changent de ville. Elle investit sa nouvelle chambre et prend plaisir à la meubler et à la décorer à l'image de tous ses nouveaux centres d'intérêt. La vie est douce, la transition se passe à merveille et elle s'épanouit parfaitement dans ce nouvel environnement. Mais un jour, alors qu'elle vient tout juste de rentrer du lycée, elle entend la sonnerie du téléphone retentir dans le couloir. Elle jette son cartable à terre et décroche le combiné. Ses parents sont encore au travail. Ce sont sans doute eux qui l'appellent, peut-être pour la prévenir qu'ils rentreront plus tard. Mais lorsqu'elle décroche, elle ne reconnaît pas la voix qui résonne dans le téléphone. C'est une petite voix fluette, aiguë et chantante qui dit « Bonjour, c'est Lika-chan. Je suis à la décharge publique. J'ai été abandonnée, mais je rentre à la maison. » Pensant à un canular un peu ringard, la lycéenne raccroche sans dire un mot et va s'installer à son bureau pour faire ses devoirs. Mais un peu plus tard, le téléphone sonne à nouveau. Et lorsqu'elle décroche, elle entend la même voix qui dit « Bonjour, c'est Lika-chan. Je suis à la gare. On sera bientôt réunis. » Après avoir raccroché, la jeune fille commence à se sentir un peu mal à l'aise. Pour un canular, c'est pas super marrant. Et plus elle réfléchit, moins elle arrive à imaginer l'un de ses camarades s'adonner à ce genre de blague. Elle tente de se concentrer à nouveau sur ses devoirs, avec difficulté, mais ses efforts sont interrompus par la sonnerie du téléphone. Pour la 3e fois, elle décroche le combiné et écoute. La petite voix à l'autre bout du fil lui dit cette fois « Bonjour, c'est Lika-chan. Je suis au bout de ta rue. Je t'ai manqué ?» Cette fois, l'adolescente raccroche brutalement et se laisse tomber au sol. Recroquevillée sur elle-même,
Elle commence à paniquer et sent les larmes lui monter aux yeux. Ses parents ne sont pas près de rentrer. Elle doit encore rester quelques heures toute seule et elle ne sait pas comment elle va tenir si ça continue comme ça. Elle n'a jamais eu aussi peur de toute sa vie. Quand le téléphone sonne pour la 4e fois, elle sursaute et pousse un cri de surprise qui la secoue tellement qu'elle se met à pleurer à chaudes larmes. Elle décroche quand même le téléphone, priant pour que ce soit ses parents ou que la personne qui lui fait cette blague se dénonce enfin. Mais une petite voix se contente de lui dire « Bonjour, c'est Lika-chan. Je suis devant chez toi. Ouvre la porte. » Sur ces mots, un énorme boum résonne dans la maison, comme si quelque chose avait heurté sa porte d'entrée. La pauvre fille se rue vers la fenêtre pour tenter de prendre le coupable en flagrant délit, mais elle ne voit personne dans le jardin, ni devant chez elle. Légèrement soulagée, de nouveau convaincue qu'il s'agit d'une vilaine blague, elle s'autorise à respirer un grand coup. Mais bien sûr, le téléphone choisit ce court moment de répit pour sonner à nouveau. D'une main tremblante, elle décroche et tend l'oreille. Cette fois, la voix lui dit « Bonjour, c'est Lika-chan. Je suis derrière toi. » Alors je sais, en dehors du facteur un peu flippant de cette histoire d'un point de vue de spectateur, il n'y a pas de quoi avoir peur pour votre sécurité, a priori. À moins que vous ayez mis une Lika-chan à la poubelle quand vous étiez plus jeune, vous devriez être tranquille. Mais bien sûr, cette légende, comme toutes les autres, a ses variations et ses évolutions. Il est donc dit que si vous tombez sur une poupée Lika-chan, notamment dans les toilettes publiques, vraiment un lieu dangereux au Japon, vous risquez vous aussi de vous retrouver dans de sales draps. Après l'avoir trouvée, vous entendrez une voix vous susurrer à l'oreille « Je suis Lika-chan. Je suis maudite. Je suis maudite. Je suis maudite. » Après ça, où que vous alliez, quoi que vous fassiez, vous entendrez régulièrement cette phrase résonner dans votre tête, de jour, de nuit, encore et encore et encore et encore. Le but de l'entité est de pousser sa victime à se crever les tympans dans l'espoir de faire taire cette voix incessante. Je suis Lika-chan. Moi, ce que j'en dis de tout ça, c'est qu'au moins, dans ces légendes, les revenants et les entités en question semblent avoir trouvé un moyen de tromper l'ennui dans l'au-delà. Et ça, je ne peux que le respecter. Parce qu'on en a marre des fantômes qui se contentent d'apparaître au pied du lit ou de passer à travers les murs. Là, au moins, il y a du jeu, du challenge, des petites devinettes, de quoi faire travailler les méninges des petits jeunes. C'est hyper pédagogique comme démarche, finalement. Encore un truc que j'ajouterais au programme scolaire si j'étais ministre de l'Éducation, tiens. Histoire, géo, SVT, énigmes paranormales, course contre le teke-teke, espagnol LV2, araméen LV3, maths, français, la base quoi. Feu de camp est un podcast d'énergie création, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Romain Nicolas.